Bonjour, je vais vous parler ce matin du marché du coaching. Il y a trois marchés dans le coaching. Vous avez le marché du coaching individuel, qui se divise lui-même en deux sous-marchés, le coaching individuel des particuliers et le coaching individuel des individus dans l'entreprise. Ensuite, vous avez le coaching d'équipe, et puis vous avez le coaching d'organisation, qui est un coaching d'une grande équipe composée elle-même non pas d'individus, mais d'équipes. Donc c'est un coaching d'équipe d'équipe. Par exemple, c'est quand toute une entreprise a besoin de transformer ses mentalités, ses outils et ses comportements. Par exemple, être plus centré collectivement client, être collectivement plus agile. Voilà, deux exemples très classiques de changement de culture, de process et de comportement de toute une entreprise qui sont nécessités par un changement d'environnement qui fait que l'entreprise qui était performante jusqu'ici va bientôt cesser de l'être ou ne l'est déjà plus depuis quelque temps et ça nécessite d'opérer cette transformation. Voilà pour ce qui est du marché du coaching. Je vais développer chacun de ces points dans les vidéos suivantes. Alors, je n'ai pas que des bonnes nouvelles à vous annoncer par rapport au marché du coaching. Le marché du coaching est difficile. Je vais commencer par le marché du coaching individuel. Le marché du coaching individuel, comme je le disais dans une vidéo précédente, il est composé de deux sous-marchés. Vous avez le marché des particuliers et le marché des entreprises en coaching individuel. Le marché des particuliers, il a plusieurs caractéristiques. Lui-même se divise en deux. Vous avez le marché des managers en entreprise qui se disent « J'aimerais bien travailler sur mes problématiques d'entreprise, mais en finançant ce coaching par moi-même. » Alors ce sous-marché des particuliers est intéressant. C'est par exemple le coaching de prise de poste, où des managers qui viennent de prendre un job et se voient mal demander à l'entreprise de leur financer un coaching, se disent « J'en aurais quand même bien besoin parce que ça va être chaud. Je prends place dans une scale-up, dans une start-up où ça pulse. J'ai pas envie de me rater. C'est un job international, c'est un job complexe, c'est un job dans lequel c'est un vrai challenge pour moi. Je sens qu'il y a des complications avec des aspects politiques que j'intuite que ça va être difficile. Ou bien j'ai galéré à trouver ce job, j'ai envie de bien le réussir. Ou bien le dernier job que j'ai pris, j'étais limite en burn-out et j'ai pas envie que ça recommence. Voilà. Donc là, vous avez des gens sérieux qui sont vraiment motivés, qui sont prêts à se donner les moyens pour travailler sur eux-mêmes et être accompagnés par des vrais professionnels. Et donc, ce micro-marché du marché des particuliers est très intéressant. Par contre, il est tout petit. Et ces managers qui requièrent un accompagnement auprès d'un professionnel sont assez exigeants parce qu'ils sont d'un assez haut niveau et qu'ils attendent des résultats très concrets. C'est un excellent marché, ça c'est la bonne nouvelle. Ensuite, vous avez le gros marché des particuliers qui n'a rien à voir avec les problématiques d'entreprise. Et là, le problème, c'est que vous avez tout et n'importe qui là-dedans. Avant, les gens qui étaient instables psychologiquement, ils allaient chez le psychothérapeute. Maintenant, allez savoir pourquoi, ils vont chez le coach. Alors, ils arrivent avec des thématiques et des problématiques qui ne sont pas du domaine de compétences des coachs. Et il faut laisser aux psychothérapeutes le soin, de gagner leur vie, parce qu'ils ont bien le droit quand même, et deuxièmement, de faire du bien aux gens, parce qu'ils sont formés pour ça, pas les coachs. D'autre part, il y a des gens qui veulent se conforter dans des croyances. Mais ces gens-là, il faut qu'ils aillent dans des religions, éventuellement qu'ils aillent dans des sectes. Mais le coaching, ça ne vise pas à conforter les gens dans les croyances, ça vise à défaire les croyances, à détricoter les croyances, pour libérer l'individu du poids des habitudes et de la pression de conformité et de la pression des croyances, des conditionnements. Donc, la plupart des particuliers, ils ne cherchent pas du tout à s'émanciper, ils ne cherchent pas du tout à se développer individuellement, ils cherchent la facilité, ils cherchent de la réussite facile. En plus de ça, avec le système social qui est le nôtre, que je ne critique pas, ils s'imaginent que les soins de santé doivent être gratuits. Donc, s'ils payent, ils s'imaginent qu'ils vont payer, je ne sais pas, 50 € l'heure, comme quand ils vont chez l'ostéopathe. L'ostéopathe, c'est un kiné qui a fait une spécialisation de plusieurs années, qui est un grand expert de la sensibilité et de la connaissance anatomique. Eh bien, il se fait payer 50 € de la demi-heure.
Mais l'ostéopathe, il s'en sort, à peu près, parce que des demi-heures, il en a toute la journée. Donc, des clients, il en fait 16 ou 20 dans la journée. Donc, il ne gagne pas beaucoup, d'autant qu'il a son cabinet à payer, ses charges sociales, ses impôts, etc., son assistante et tout le reste. Mais globalement, il va s'en sortir. Mais un coach individuel, il ne va pas faire des coachings à 50 € de la demi-heure, ni à 100 € de la demi-heure. Il va faire dans le meilleur des cas, mettons, un coaching individuel à 100 € de l'heure ou à 150 € de l'heure, et là, il n'aura pas beaucoup de clients. Mais de toute façon, même à 50 € de l'heure, il n'aura pas beaucoup de clients. Parce que les clients, c'est pas facile à trouver, parce que le marché est tout nouveau et qu'on ne se rue pas chez le coach comme on va chez le boulanger. Le boulanger, il a un client sans arrêt. Il y a sans arrêt des clients dans la boulangerie. Chez le coach, il n'y a pas sans arrêt des clients. Donc, vous ne gagnerez pas votre vie avec ce prix-là. Vous gagnerez votre vie à condition d'exercer au particulier le même tarif que vous exercez en entreprise, soit 300, 400, 500 ou 1000 € de l'heure. Mais auquel particulier peut payer 500 € de l'heure ou 400 € de l'heure ou même 300 € de l'heure? C'est rare. Développer la responsabilité individuelle. D'abord, elle ne se développe pas. L'individu est responsable et il vous choisit parce qu'il sent que vous êtes quelqu'un qui développe l'autonomie. Dès qu'il sent que vous voulez le prendre en charge, il se taille parce qu'il se dit « pas fou, qu'est-ce que c'est que cette personne qui prétend me prendre en charge ?» Par contre, ceux qui veulent être pris en charge et qui sont la majorité, dès qu'ils voient quelqu'un qui les laisse responsables, ils disent « c'est quoi le programme ?» Mais il n'y a pas de programme, mon grand. Comment ça, il n'y a pas de programme? Ben non. Le sujet, c'est toi qui vas te donner le programme. Oh là là, moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, je veux être sécurisé, moi. Je ne veux pas me prendre en charge. Je ne veux pas qu'on travaille à partir de moi. Je veux qu'on travaille à partir de toi. Je te paye cher pour que tu me racontes des salades. Et après ça, voilà, j'ai plus qu'à mettre les pieds là où tu me dis de les mettre. Voilà. Ça, c'est le marché des particuliers. Ça donne envie ou pas? À vous de voir. Je pense qu'il y a une partie du marché du particulier qui est excellente. Et les particuliers vont avoir vraiment besoin d'être accompagnés parce que le monde devient un peu fou et les gens deviennent un peu fous. Je vous parle du marché tel que je le vois. D'autres peuvent le voir mieux que moi et vous dire des choses très différentes. Écoutez donc leurs vidéos. En ce qui me concerne, voilà mon point de vue. Alors, je vous ai parlé du marché des particuliers, je vous parlais du coaching individuel auprès des entreprises. Ce marché est excellent. Vraiment, les entreprises ne sont pas folles si elles payent des coachs 400, 500 ou des fois 1000 € de l'heure. C'est parce qu'ils savent qu'ils en ont pour leur argent. Ils savent que finalement, pour 10 séances de 2 heures à 400 € de l'heure, ça fait à peu près 8 à 10 000 € un coaching. Voire ils en font un peu moins parce que c'est un manager intermédiaire, parce qu'on n'a pas de budget, alors on va faire un coaching à 6 000 €. On va dire que classiquement, voire on est en province, alors on se dit oh, on ne peut pas se payer un coach à 400, alors on va prendre des petits coachs à 250, ou plutôt, pardon, pas des petits coachs, des coachs qui ont des petits tarifs à 250. Alors voilà, ça va être un peu moins cher. Mais en gros, un coaching sérieux en entreprise, réalisé par un professionnel qui a été dûment formé et qui a de l'expérience et qui a de l'expertise et qui a des résultats et qui peut le prouver parce qu'il a des témoignages, eh bien, ce coach-là, ça va coûter à l'entreprise entre 5 et 10 000 €. Eh bien, l'entreprise, elle n'est pas folle, hein, elle ne va pas faire ça si elle sait que ça ne marche pas. Statistiquement, le marché des entreprises a bien compris qu'un coaching puissant, ça provoque des résultats importants et que ces résultats importants sont largement plus intéressants que la dépense de 5 000 € ou de 10 000 €. Parce qu'un manager qui est bien dans sa peau, qui réussit avec son équipe, qui développe des résultats de performance en rupture avec ce qu'il faisait avant, c'est pas 10 000 € qu'il rapporte. C'est pour toute la vie et pour toutes les 2-3 ans à venir, ça va se déployer en centaines de milliers d'euros de différence. Donc c'est un investissement qui n'est pas cher. Certes, sur le nombre, il y a des gens qui bénéficient d'un coaching et qui vont avoir des résultats un peu frustrants, un peu décevants, et puis certains qui n'en auront pas, donc ça aura coûté 10 000 € pour rien. Mais sur le nombre, la plupart des gens qui sont investis d'un coaching développent une performance qui est largement rentable pour l'entreprise. C'est pour ça qu'elle le fait. Donc, le coaching en entreprise, c'est intéressant, parce que ça produit des résultats, parce que l'entreprise est contente et parce qu'elle en paye le prix. Donc c'est intéressant pour les coachs d'être bien payés pour des coachings sérieux. Et puis, comme je le disais, l'entreprise, ça filtre. Les gens qui ne sont pas stables, qui ne sont pas sains d'esprit, ils ne sont pas en entreprise, ils ne sont pas recrutés ou ils se font virer.
Contrairement au marché des particuliers, vous avez le tout venant de tous les gens qui sont en grande vulnérabilité, en dépression, qui sont psychotiques et autres, et c'est pas marqué sur leur front. Et vous, coach, vous n'êtes pas formé pour détecter ça, ni pour le traiter. Si bien que vous pouvez vous retrouver dans des situations extrêmement embarrassantes. Imaginez que vous prenez un coaching de particulier, tout va bien, la personne se suicide. On fait une enquête, on dit mais qu'est-ce que c'est, pourquoi il s'est suicidé? Ah, il avait un coach. C'était qui ce coach? Comment ça se fait que, alors qu'elle était en coaching, elle s'est suicidée? Ce serait pas une secte, ce coach? Ce serait pas ce coach ou cette coach qui l'aurait poussé au suicide? Ou comment ça se fait que ce coach, s'il était si bon, n'a pas vu qu'elle était suicidaire? Et vous rentrez dans des emmerdements, ça m'est jamais arrivé et je touche du bois, mais d'ailleurs je ne coach quasiment pas de particulier. Et c'est pas étranger à cette raison-là, parce que vous n'en savez rien ce qui va se passer. Moi j'ai fait quelques séances des fois où je me suis dit, ouh là là, c'est chaud ça. Qu'est-ce qui va se passer derrière quand on va raccrocher? Je ne suis pas bien sûr d'avoir envie de me mettre dans ce genre d'engrenage mortifère. Après tout, il y a des professionnels pour ça, qui ont les assurances qui vont bien, qui sont formés, qui sont supervisés par des experts et qui ont des résultats comme ils peuvent, parce que les gens qui sont très très mal, qu'est-ce que vous voulez, c'est des situations extrêmement critiques, c'est plutôt les pompiers et le SAMU qu'il faut pour certains cas, et pas, ou des psys d'urgence, des cellules psychiatriques. Bon, alors, le marché de l'entreprise, lui, il est propre et il est sain, à peu près. Donc, c'est intéressant. Simplement, il est saturé. Pourquoi il est saturé? Parce qu'il y a plein de managers qui sont en rupture de banc avec l'entreprise et qui disent « j'en ai marre de ces contradictions, on m'a essoré comme un citron et maintenant on me remercie ». Eh bien moi, ras-le-bol. J'aime l'entreprise, mais j'en ai marre d'être un salarié, un esclave du système. J'ai longtemps cru... j'étais un peu comme dans une secte, j'étais conditionné, je croyais que ma boîte c'était super, etc. Puis je me rends compte que ma boîte c'est pas super, qu'ils ont pas, ils ont des valeurs, l'humain, puis en fait le jour où ils ont plus besoin de moi, ils me virent comme un torchon sale. Et donc tout ça c'était du bidon. Et il y a beaucoup de managers qui reviennent, qui sont un peu aigris des maltraitances qu'ils ont dû supporter en entreprise et qui se disent, et c'est tout à leur honneur, je vais oser faire mon business personnel et je vais apporter de la valeur en entreprise pour pas que d'autres subissent ce que j'ai subi. Ou bien pour aider d'autres à réussir comme j'ai réussi. Et ça, c'est très bien. Simplement, il y a de plus en plus de coachs. Or, les coachings individuels, ça ne se vend pas aux managers, ça se vend à des DRH, lesquels sont peu nombreux et sont saturés de demandes de coach. Donc, si vous avez de l'expérience, si vous avez de l'expertise, si vous avez des références, si ça fait plusieurs années, vous avez un réseau d'entreprises qui vous connaissent parce que dans vos anciennes vies, vous aviez des bonnes relations avec des gens, parce que vous êtes un commercial dans l'âme, alors vous allez vendre aux entreprises du coaching individuel qui va bien marcher. Vous ne ferez pas fortune, mais vous gagnerez bien votre vie, vous ferez un travail utile et intelligent et plaisant. Par contre, si ce n'est pas votre cas, vous n'avez pas de réseau, vous ne savez pas vendre, ben vous n'allez rien vendre du tout. Et vous allez galérer, vous aurez de temps en temps un coaching individuel en entreprise et le reste, ça va être des coachings de particuliers vendus à peau de balle et qui produisent pas grand-chose. Voilà le marché du coaching individuel, les amis. Je suis désolé, ce n'est pas de très bonnes nouvelles. Cela dit, le marché, c'est une chose. La loi générale, ça s'applique à la masse. Mais vous n'êtes pas la masse, vous êtes un individu. Peut-être que vous pouvez tirer votre épingle du jeu, même si le marché est saturé. Moi, par exemple, on dit que le coaching est un métier de deuxième partie de vie. Moi, j'ai commencé le coaching, j'avais 30 ans. Je ne savais pas que c'était impossible. Du coup, je l'ai fait et j'ai réussi. Alors, ce que font les coachs, et vous le savez bien, vous qui m'écoutez et qui êtes coach, c'est qu'ils ne font pas que du coaching. Ils font de la formation en sous-traitance, ils écrivent des bouquins, ils donnent des cours à Subdeco, ils font du recrutement, ils font du conseil en stratégie, en parallèle du coaching. Et en gros, au bout de 3-4 ans, ils ont une bonne activité de conseil ou d'autres métiers, et puis un tout petit peu de coaching. Et ils disent, je les ai en supervision, ils me disent, comment je peux développer la partie coaching de mon activité professionnelle qui tourne bien? Mais pour gagner ma vie, je suis obligé de travailler beaucoup dans un truc où je suis saturé, où j'en ai marre. Et finalement, je n'ai pas le temps de développer le coaching. Donc, soit on fait que le coaching et rien d'autre et on n'en vit pas, soit on fait du coaching et autre chose et on n'a pas le temps de développer le coaching. Donc, c'est une équation très difficile à résoudre. C'est très complexe. Voilà pour le marché du coaching individuel. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est une forme de réalité qu'il faut voir en face.
Maintenant, je vais vous parler du marché du coaching d'organisation. Le coaching d'organisation, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement puissant. Vous avez une grande équipe qui est faite de multiples équipes. Et cette équipe-là, ce système qui est composé de sous-systèmes qui sont elles-mêmes des équipes, c'est toute l'entreprise. L'entreprise qui a besoin de se reconvertir, de se transformer, tout en marchant. On est obligé de refaire le moteur de la voiture tout en roulant. La vente continue pendant les travaux. Et donc l'entreprise, alors même qu'elle fonctionne avec ses règles ordinaires, est en train de changer les règles avec lesquelles elle fonctionne en ce moment même. Donc c'est compliqué, c'est délicat, c'est subtil, ça demande une vraie expertise et c'est très intéressant. Voilà, le problème, c'est que les coachs, la plupart des coachs, ne sont pas du tout compétents pour faire du coaching d'organisation. Ils ne sont pas assez calés en systémie, ils ne connaissent pas assez bien les rouages de l'entreprise, ils ne savent pas gérer la relation avec des dirigeants et avec des comités de direction parce qu'ils n'ont pas ce niveau d'expertise ni de pertinence dans leur intervention, et d'autre part parce que ce marché du coaching d'organisation est vraiment cornaqué par les cabinets conseils en orga et en stratégie, qui sont des gens bien cortiqués, qui savent très bien manager la relation commerciale avec les dirigeants des grands groupes ou des ETI, et qui savent vendre, ils sont formés à ça, à vendre des ventes complexes et longues, où ils vont vous staffer une armada de consultants pour faire des rapports et puis des accompagnements à tous les étages. Et ça coûte très cher à l'entreprise, ça produit les résultats que ça peut. Ça, je ne suis pas dans les petits papiers pour savoir si c'est si efficace que ça. Permettez-moi d'en douter, mais comme on peut douter du coaching, hein, tout autant. Mais en même temps, les entreprises ne sont pas folles. Si elles l'achètent, c'est qu'il y a bien une raison. Alors, une des raisons, c'est qu'en faisant ça, le dirigeant se couvre vis-à-vis des stakeholders, vis-à-vis des associés. Il dit « Ah ben moi j'avais fait appel à un grand cabinet, donc tranquille ». Et des fois, c'est des associés qui imposent aux dirigeants tel grand cabinet parce que ça les rassure eux. Est-ce que c'est efficace? C'est pas sûr. Mais en tout cas, comme ils ont fait les mêmes grandes écoles, comme ils parlent le même langage, eh ben, ils se disent au moins c'est sous contrôle. Contrôle de quoi, on ne sait pas bien, mais contrôle. Voilà. Vous savez, si le monde était mieux géré, les choses ne se passeraient pas comme elles se passent. Si elles se passent comme elles se passent, c'est bien parce qu'il y a un bug quelque part. Et à mon avis, un des bugs, c'est ce genre de truc. C'est qu'on voudrait accompagner le changement en le dirigeant. Mais vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? On en parlait à propos des programmes pour les particuliers. Quand on retire leurs responsabilités aux gens, on n'est pas en train de leur apprendre à être responsables. On est en train de leur apprendre à être déresponsabilisés. Eh bien, pour les organisations, c'est la même chose. Si vous avez des consultants experts qui prennent en charge, qui conduisent et qui dirigent, eh bien, les gens, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas autonomes, ils ne sont pas en train de se prendre en main. Ils ne sont pas en train d'adhérer et de s'approprier. Ils sont en train de subir et de résister. Bon, alors, le marché du coaching d'organisation est potentiellement extrêmement intelligent, extrêmement intéressant, mais il n'est pas mûr et il est aux mains de gens qui ne sont pas des coachs, qui sont des conseillers. Et donc, le client ne fait pas bien la différence entre un consultant et un coach. Et il s'attend à des présentations PowerPoint sophistiquées avec des images et des trucs et des machins comme il en a dans les grands cabinets de conseil, alors que le pauvre coach, il vient avec ses moyens du bord. Il peut aussi savoir faire des beaux PowerPoint, mais le coaching, l'essence du coaching n'est pas dans le PowerPoint, tandis que l'essence du conseil est dans le PowerPoint. L'effet coaching ne se peut pas se voir dans un PowerPoint, tandis que l'effet consulting se voit parfaitement dans un PowerPoint. Vous pouvez montrer un programme, vous pouvez montrer des KPI, vous pouvez montrer un rétro-planning. Avec un coaching, vous ne pouvez rien montrer du tout. Vous pouvez plus ou moins importer des trucs de consultant pour les mettre dans vos propositions, mais c'est du fake. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, ce n'est pas du tout ce qui est marqué dans le tableau. Et les KPI, ce n'est pas ça qui va faire qu'on va conduire, on va accompagner un changement que les gens vont s'approprier. Si les gens s'appropriaient des choses à partir d'indicateurs et de KPI, ça se saurait. C'est tout l'inverse. C'est parce qu'on n'a pas confiance en eux qu'on veut mettre des KPI. Et ils le savent très bien. Et donc les KPI, ça ne mesure pas le niveau d'appropriation, ça provoque la désappropriation au contraire. Bref, le coaching d'organisation n'est pas tout à fait mûr. Mais il y en a.
Il y a de belles missions de coaching d'organisation avec des clients qui sont mûrs, qui ont compris et qui veulent justement ça et qui ne veulent plus déconseiller, en tout cas pas sur cette mission-là. Ils ont déconseillé par ailleurs pour certaines choses et du coaching de situations globales et complexes par ailleurs. Voilà. Le problème, c'est que ces quelques missions-là, avec ces quelques clients-là, eh bien, ce ne sont pas des décisions qui se prennent comme ça. Il faut... pour lancer un coaching complexe, subtil, il faut un haut niveau de maturité du client, ce qui n'est pas le cas souvent. Les clients ne sont pas mûrs, c'est pour ça qu'ils appellent les consultants et pas les coachs, d'une part. Et d'autre part, la décision, c'est une décision politique qui demande aux dirigeants d'être mûrs et d'être convaincus, qu'il y ait la bonne relation avec le partenaire, ça on l'a déjà dit, mais aussi il doit convaincre ses associés, ou son conseil d'administration et son comité de direction, parce que personne ne peut imposer à quiconque une démarche d'accompagnement ou l'énergie par des personnes. On ne peut pas dire aux gens « je t'impose que tu te donnes dans une démarche et que tu t'investisses dans une démarche ». Non, ça c'est ce qu'on fait dans les démarches de conseil. Je te l'impose et la démarche est coercitive et tu vas être pris en charge partout et tu vas être contrôlé et pris dans des systèmes qui te managent. Dans l'autre cas, il faut que tu comprennes et que tu aies envie et que tu fasses volontairement des choses. C'est pas évident ça. On ne peut pas forcer un âne à boire, comme on dit. Donc il faut que le manager, le dirigeant, arrive à convaincre ses équipes et qu'elles montent au niveau de maturité elles-mêmes assez élevé pour que globalement, tout le monde rentre dans l'esprit de la démarche, le comprenne, y adhère et se l'approprie. Et ça, ça prend du temps. C'est pas simple. Donc finalement, le marché du coaching d'organisation, pour plein de raisons, il n'est pas si facile. C'est une des raisons pour laquelle, puisque le marché du coaching individuel est ce qu'il est, saturé et pas très clair en ce qui concerne les particuliers, que le marché du coaching d'organisation est complexe et peu accessible aux coachs. Et finalement, parce qu'il est investi par les cabinets conseils, eh bien, il reste entre les deux, entre l'individu et le grand collectif, il y a l'équipe. L'équipe qui est une instance autonome, qui a beaucoup de pouvoir et sur lequel on peut agir assez facilement. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Alors, je vais vous parler du marché du coaching d'équipe. Le marché du coaching d'équipe est un marché génial. Ce marché n'est pas saturé. Ce marché, il n'y a pas d'intervenants de grande qualité, ou peu. La plupart sont des formateurs, qui ne sont pas des coachs, des consultants, qui ne sont pas des coachs, des team builders, qui ne sont pas des coachs non plus. C'est des gentils animateurs qui font faire de l'acrobranche, du laser game, etc. Des petits jeux pédagogiques, du blason, des coacheries à la noix pour faire du team building à la con. Mais les entreprises n'ont pas besoin de team building. Elles ont besoin de travail en profondeur sur elles-mêmes. Les équipes ont besoin d'être conscientes. Elles ont besoin de travailler sur 4 leviers que sont les règles, les process. Elles ont besoin de travailler et le cadre et les méthodes. Elles ont besoin de travailler sur la cohésion humaine, certes, mais aussi la cohésion technique, la façon dont on se passe de ballon, la façon dont on fonctionne entre nous, le sentiment d'appartenance, le respect, l'appréciation les uns des autres, une meilleure connaissance les uns des autres. Et ça, c'est pas avec des petits jeux uniquement qu'on y arrive. Les petits jeux, c'est bien, mais c'est infinitésimal. Les entreprises, des fois, retiennent uniquement ça. Ah, on a besoin de cohésion, alors on va aller faire un truc sur 48 heures, des grands jeux, etc. Mais ça produit rien du tout, ça. Ça coûte beaucoup d'argent, ça fait plaisir aux gens, c'est possible. C'est comme un repas d'entreprise, c'est pas mal, mais ça fait pas de cohésion, ça fait pas augmenter la performance. Donc, deuxième levier, je viens d'en parler. Le troisième, c'est les équipes ont besoin de pensée stratégique, de prendre du recul, de penser en rupture, de penser d'une manière transverse et de reprendre une sorte d'inspiration nouvelle pour faire de l'innovation. Ben voilà, c'est du boulot, hein, c'est pas 3 petits jeux de marionnettes. C'est un vrai travail pied à pied, non pas par des consultants, mais par des coachs qui accompagnent les prises de conscience. Et puis, quatrième levier, les équipes, elles ont besoin de savoir doser la pression, elles ont besoin de célébrer les réussites, de terminer les gestes, de faire des petits pas. Et ça aussi, il y a des savoir-faire spécifiques qu'il faut les accompagner à rentrer dans cette dynamique, dans cette logique de progrès permanent,
d'amélioration continue en faisant des petites choses les unes après les autres, au lieu de vouloir faire d'immenses plans d'action très sophistiqués qui ne produisent rien. Bon, alors, le coaching d'équipe, à condition d'être un vrai coach d'équipe, bien formé, très clair, très efficace, dynamique, bien sûr. Là, il y a moyen de créer beaucoup de valeur pour les entreprises, d'autant plus que le marché du coaching d'équipe n'est pas aux mains des RH, mais aux mains directement des managers pour la plupart. Ce n'est pas les mêmes budgets, et c'est eux qui choisissent leurs intervenants. Pas toujours, mais bien souvent. Alors, c'est un marché qui est beaucoup plus facile. Le panier moyen d'un coaching d'équipe est supérieur au panier moyen d'un coaching individuel. La visibilité d'un coaching d'équipe est 30 fois plus importante que la visibilité d'un coaching individuel. J'en dirai juste un mot. Quand vous coachez quelqu'un en individuel, qui le sait? Son patron, lui-même et le RH. Et c'est tout. Et éventuellement, les gens, d'autres savent que la personne est coachée, mais elles ne savent pas sur quoi, elles ne savent pas par qui, et si elles savaient, elles s'empresseraient de ne pas prendre ce coach-là pour ne pas qu'il y ait de collusion d'intérêts. Tandis qu'un coaching d'équipe, il y a toute l'équipe qui le sait déjà, 10 ou 12 personnes. Ensuite, il y a toutes les équipes qui interagissent avec cette équipe, qui sont embarquées par le mouvement vertueux que provoque cette équipe. Et on dit, ben, vous n'êtes pas là vendredi? Ah ben non, on est en coaching d'équipe. Ah, tu as un coach d'équipe? Et t'es content? Ah ouais, c'est super, ça avance bien. Ben oui, effectivement, tu as l'air en forme. En plus, on voit que vous progressez. C'est quoi ces coordonnées? Voilà. Le coaching d'équipe est beaucoup plus visible. Et on peut se passer les coordonnées de son coach d'équipe, tandis qu'on ne se passe pas les coordonnées de son coach individuel pratiquement. Le coaching individuel a quelque chose d'hyper confidentiel. Le coaching d'équipe a quelque chose d'hyper public et d'hyper visible. Voilà. Alors pour ça, il faut être bien formé. Mais franchement, sur une équipe, on a un effet levier extraordinaire. Je terminerai en disant que si vous coachez tous les individus individuellement dans une équipe, premièrement, vous ne changez pas tant que ça les individus, et surtout, vous ne changez pas l'équipe. Et comme l'équipe ne change pas, elle exerce une pression de conformité sur les individus qui sont bridés dans leur développement à cause de la pression de conformité du système équipe qui, lui, ne change pas. Si par contre, vous changez le système équipe sans toucher aux individus, eh bien, vous allez changer le système équipe et ça va entraîner des changements individuels sur les individus. Donc, à tout prendre, si j'étais patron d'un comité de direction et que je devais faire coacher un individuel tous les membres de mon équipe et pas faire de coaching d'équipe, ou bien faire un coaching d'équipe et ne pas faire de coaching individuel, je ferai un coaching d'équipe sans coaching individuel parce que ça a des effets alors que l'autre n'en aura potentiellement beaucoup moins. Alors, ce qui est malin, c'est de faire un coaching d'équipe et pour quelques individus qu'on a besoin, faire un coaching individuel pour lever les résistances et pour faire levier sur les points d'appui. Voilà, ça c'est malin. Mais j'ai eu plusieurs confidences de plusieurs dirigeants de grands groupes qui m'ont dit depuis 5 ans, j'ai coaché 100 personnes, j'ai fait coacher une centaine d'individus. L'entreprise n'a pas changé, le système de fonctionnement d'équipe n'a pas changé. Par contre, j'ai plein d'exemples de clients qui ont coaché des équipes de direction et ça a changé les individus. Mais c'est bien connu en systémie, ça. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que le coaching individuel est un marché saturé, que le coaching d'organisation est un marché peu accessible et que le coaching d'équipe est un marché en pleine effervescence et assez facile. Par contre, il faut être bon, il faut même être excellent. Mais c'est facile d'être excellent. Il faut bien se former, il faut bien travailler. Allez, à bientôt.